Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau mini midi de l'urbanisme, initiative, comme vous le savez maintenant, de la Maison de l'urbanisme du Brabant Wallon. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Cédric Armand. Cédric, bonjour. Bonjour Est-ce Xavier. que- Ah oui, bonjour Cédric. Alors Cédric, vous êtes fonctionnaire délégué adjoint à la direction extérieure du Brabant Wallon. Et si on vous a invité aujourd'hui, c'est un peu pour clôturer l'année d'une manière un peu particulière, à savoir répondre un peu à toutes les questions que les gens se posent habituellement en matière d'urbanisme, des questions un peu générales. L'urbanisme, une matière pas toujours simple à comprendre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo, et donc on les relayera si elles sont pertinentes et si elles n'abordent pas de cas personnels. Bon, avant de commencer, c'est peut-être expliquer une question assez simple, bien comprendre ce que vous faites au quotidien. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots les missions d'un fonctionnaire délégué pour resituer un peu le débat? Oui, le fonctionnaire délégué, il a trois rôles. Donc, on dépend de la région wallonne, donc du ministre, Willy Borsy en l'occurrence, et il y a un fonctionnaire délégué ou deux selon les provinces par province. Et notre rôle donc est de rendre, on a différents rôles. Donc, premièrement, c'est rendre des avis sur des demandes de permis d'urbanisme, d'avoir un rôle de tutelle aussi par rapport en vérifiant les permis qui sont délivrés par les communes. On a aussi une compétence pour délivrer ou refuser certains types de permis, ce qu'on appelle des permis d'utilité publique, par exemple un permis déposé par une commune. Et alors aussi, on aide les communes dans l'élaboration de documents planologiques tels que les schémas d'orientation locaux, les schémas de développement communaux et autres. Ok. Donc voilà, on a une première question. C'est une question qui nous avait été envoyée par mail. Vous pouvez soit poser vos questions directement, soit on avait reçu l'une ou l'autre question avant. Je pense que la première, c'est une question qu'on voit souvent ces derniers temps, hein. Est-ce qu'il faut un permis pour construire une piscine? C'est une question de Lucie. Alors, oui ou non? Voilà. En fait, l'article, pour se poser une question pour savoir s'il faut un permis ou pas, la première chose à faire, c'est d'aller dans l'article D44 du code qui explique les cas où il faut un permis. Alors, une piscine, effectivement, rentre dans le cas du D44 où il faut un permis. Donc, la deuxième chose à vérifier, c'est l'article R411. Ça, c'est vraiment les deux articles à retenir. Qui, lui, prévoit préconisé par le D44. Alors, les piscines sont exonérées de permis à un certain type de conditions, donc d'être dans une zone de cour-jardin, à l'arrière d'une maison, non visible depuis l'espace public. Il y a une question de superficie, il y a une question de distance par rapport aux limites mitoyennes. Il y a aussi une question de la superficie de la piscine, oui, des modifications de relief du sol éventuelles ou autres travaux annexes. Donc, moi, je peux que vous inviter à vérifier. Je ne peux pas vous répondre donc de manière précise à cette question, à vérifier si vous remplissez les conditions d'exonération qui sont prévues dans le R4A1 ou bien aller à la commune, au service urbanisme, avec un cas concret, des plans qui, eux, pourront vous donner une réponse plus précise. Ok, on va peut-être essayer de faire un peu plus simple, de ne pas partir trop dans les textes R4 et tout ça, si c'est possible. Comme Donc, ça, oui ou non? les gens vont avoir du mal. Ou a priori non. Ok, parfait. Donc ça, Je suis trop c'est technique. voilà. Donc, simplement, c'est pas répondre à cette question-là. Voilà. Il y a des cas. D'un oui ou par non, il faut aller voir, approfondir un peu la question, ça dépend des situations. Alors, on a une seconde question de Martin de Wavre. J'imagine que ça fait partie un peu des grands fantasmes en matière d'urbanisme, des changements d'affectation. Comment faire pour que mon champ devienne un terrain à bâtir ou est-ce que je puisse bâtir sur ce champ? Est-ce que c'est possible tout d'abord? J'ai l'impression qu'on a quand même quelques petits problèmes Un de champ, c'est un connexion. terrain qui est labouré, mais donc il faut voir son affectation. Tu veux que je recommence? Oui, parce qu'il y a des petits problèmes de connexion de temps en temps. Voilà. Et donc, il faut savoir d'abord ce qu'on entend par un champ. Un champ, c'est un terrain qui est labouré, mais donc il faut voir quelle est l'affectation juridique de ce champ au plan de secteur. Si le champ est en zone d'habitat, il n'y a pas de problème, effectivement, et c'est bien un terrain
Ça va? La connexion est mauvaise? Non, c'est-à-dire qu'on va peut-être. Oui, la connexion est mauvaise. On va peut-être. Je ne sais pas s'il y a moyen éventuellement d'avoir un endroit avec une meilleure connexion. On peut faire une pause éventuellement quelques secondes ou. Je vais voir. A priori, si j'ai une bonne connexion ici, je vais voir pour aller ailleurs à un endroit où il y a une meilleure connexion. Je suis désolé pour ces petits soucis. À tout de suite. Oui. À tout de suite. Voilà, désolé pour ça. Donc voilà, donc on a déjà reçu pas mal de questions, donc c'est parfait. Donc on va poser cette première question sur est-ce que un champ peut devenir un terrain à bâtir. Ensuite, on pourra aborder une deuxième question de Marie, quand on souhaite diviser un terrain à bâtir en plusieurs lots, à partir de combien de lots cela devient-il un lotissement? C'est vrai que c'est une question assez intéressante et qui se pose de plus en plus souvent, surtout dans cette période où pas mal de gens veulent construire. Voilà, je vois que Cédric est revenu. On va refaire une tentative avec lui. Voilà, je suis désolé. A priori, la connexion était bonne. Donc, voilà. Donc la question du champ. Hein, je vais la reprendre, pardon. La question du champ était là. Voilà, comment faire pour que mon champ devienne à bâtir? Vous disiez que ça dépend déjà de l'affectation du sol. Voilà, donc le champ, c'est juste le fait que le terrain soit cultivé, mais il faut voir l'affectation. Si effectivement c'est en zone d'habitat, il n'y a pas de souci. Si c'est en zone agricole, je vous dirais que si la question était si simple, qu'on pouvait changer une zone agricole en zone d'habitat, il y aurait sans doute plus de zones agricoles en Wallonie ou en tout cas en Brabant wallon. Non, l'affectation telle du plan de secteur donc, date de fin des années 70, début des années 80, et on ne modifie pas le plan de secteur comme cela. Il y a des procédures qui existent pour modifier les plans de secteur pour des raisons d'intérêt général et qui doivent être compensées. Donc, si on urbanise autant d'hectares, il faut désurbaniser ailleurs. Donc, voilà, si votre champ est en zone agricole, ben, il restera en zone agricole. Ouais, donc pas de grande chance d'acheter un champ pas très cher et de construire sa maison dessus. Théoriquement, ça reste un grand fantasme. Oui, une autre question toujours un peu en matière de terrain à bâtir, c'est une question de Marie qui se demande comment on souhaite diviser un terrain à bâtir en lots. À partir de combien de lots est-ce qu'on passe dans le système? Est-ce que ça devient un lotissement? Et donc là, c'est d'autres procédures. Alors, la question de créer un permis d'urbanisation, parce que c'est comme ça qu'on appelle les lotissements aujourd'hui, ne dépend pas que du nombre de lots. Il y a effectivement le nombre de lots, mais aussi donc par rapport à la précédente législature, le Code a prévu toute une série d'exemptions. Par exemple, en cas d'héritage et de division entre des héritiers, ou bien quand on est dans un trou entre deux habitations entre 100 mètres, de moins de 100 mètres. Donc, tous ces cas-là sont prévus par des exemptions de permis d'urbanisation. Donc, voilà, la question ne dépend pas que du nombre de lots. Et effectivement, on a beaucoup moins de permis d'urbanisation que du temps du Quatup, du fait de ces dispenses. Parfait. Merci. Je vois qu'on a une question de Sébastien qui se demande, bonjour Sébastien, bonjour à tous, admettons qu'une commune décide avec l'aval du fonctionnaire délégué de la construction d'un bâtiment communal dans une zone d'habitation. L'ensemble des riverains de la zone s'estiment négativement impactés par ce projet. Comment peuvent-ils se défendre si, j'imagine que le permis est déjà octroyé? Donc d'abord, tout d'abord, il faut savoir que l'article D224 et D225, je suis très technique, hein, Xavier, excuse-moi, qui parle de la zone d'habitat et de la zone d'habitat à caractère rural, précise que ce type de bâtiments communaux ou commerces ou autres sont tout à fait compatibles avec la zone. Une zone d'habitat n'est pas exclusivement destinée à l'habitat, donc toute autre fonction est autorisée dans la mesure où elle est compatible, en tout cas avec le reste, et qu'elle ne remet pas en jeu la destination principale. Alors, en cas effectivement de contestation, ben, il y a effectivement la procédure au Conseil d'État si vous voulez contester une décision. C'est une procédure qui est longue, hein, qui est coûteuse. Il faut savoir aussi que le Conseil d'État, tout le monde voit ça finalement comme une solution miracle, mais le Conseil d'État ne refuse pas de permis. Le Conseil d'État peut casser un permis, mais on revient en fait finalement à la situation à la veille de la décision, et donc le fonctionnaire délégué ou la commune peut redélivrer un permis si le Conseil d'État le casse, par exemple en soulevant un défaut de motivation, ben, en remotivant, on pourrait redélivrer. Donc, je crois que ce qu'il faut faire aussi, c'est agir en amont. En général, il y a des annonces de projets ou des enquêtes publiques. Donc, faire valoir votre point de vue à ce niveau-là, trouver une concertation avec la commune. Mais
voilà, il restera qu'effectivement, quand un permis est délivré, ben, il y a souvent enfin, pas souvent, mais en tout cas, il arrive qu'il y ait des personnes qui soient mécontentes. Mais il faut savoir qu'un demandeur a aussi le droit de valoriser son terrain et que le voisin n'a pas un droit par rapport au terrain de son voisin. Ok, merci pour cette réponse qui, j'espère, satisfera Sébastien. Une question maintenant de Inga de Rixensart. Est-ce qu'il faut un permis quand on souhaite installer des Velux sur le toit? Alors, je reviens à mon article R411 du code, qui est un peu une bible dans le code. Hein. C'est un tableau d'une vingtaine de pages qui prévoit donc toutes les exonérations. Les Velux sont repris effectivement à certaines conditions. Si ces Velux ne dépassent pas le quart de la largeur totale du bâtiment, effectivement, il y a des exonérations. Donc, le quart de la largeur, pas de permis. De la toiture, voilà. Oui, on peut les installer sans souci. On avait reçu aussi des questions sur les panneaux solaires. Si on installe les panneaux solaires sur le toit, est-ce qu'il faut un permis ou non? Alors, de nouveau, non, effectivement, donc je vous invite de nouveau à aller leur 4. Donc, les panneaux solaires, effectivement, sont aussi, à certaines conditions, exonérés de permis. Donc, dans la plupart des cas, en fait. Ouais. Ah, parfait. Comme ça, en cas de doute, je me répète, mais allez voir votre commune, envoyez un mail en citant votre cas particulier. Comme ça, la commune peut aussi vérifier s'il y a un éventuel règlement ou autre condition. Et avoir une réponse écrite qui vous certifie qu'il ne faut pas de permis, c'est toujours préférable. Ok, parfait. On avait une question ici de Nathalie de Tigny qui se demandait pour les projets immobiliers publics, quelles sont les différentes étapes permettant de s'assurer en amont que le processus démocratique est respecté dans l'élaboration d'un projet? Vous nous resituer un peu les démarches pour savoir si les citoyens sont consultés, écoutés lors des grands projets. Ici, si je me souviens bien du mail, ça parlait de la gare d'Ottigny. Pour les projets immobiliers publics, donc comme j'expliquais tantôt au tout début, donc c'est une compétence, et les permis qui sont compétences de fonctionnaires délégués et plus de la commune. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par processus démocratique, parce qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière. En tout cas, effectivement, il y a surtout pour les grands projets, il y a une volonté, d'abord parfois une obligation, mais même quand ce n'est pas obligatoire, il y a en tout cas une volonté de notre part de mettre ces projets à consultation publique, donc d'avoir une annonce de projet, une enquête publique. Voilà, maintenant, ça n'empêche pas de délivrer des permis, même quand il y a des réclamations. On a, nous, alors l'obligation de reprendre ces réclamations et d'y répondre. Mais je ne sais pas ce que vous entendez par processus démocratique, mais le fait qu'il y ait un réclamant n'empêche pas de délivrer un permis, tout comme l'absence de réclamant n'empêche pas de refuser un permis. Ok. Donc j'imaginais, si je me souviens bien, le processus démocratique qu'elle évoquait, le fait qu'il y ait une enquête publique, que ça passe en CCATM ou des choses comme ça. Tout ça est régi par les cas d'enquête publique ou d'annonce de projet obligatoire sont régis par le code. Il y a néanmoins un article du code, le D813, qui permet de faire ces mesures de publicité, même quand elles ne sont pas obligatoires. Et c'est vrai que dès qu'on rentre dans des projets un petit peu sensibles ou qui peuvent modifier vraiment la vie d'un quartier, nous, systématiquement, on demande ces mesures de publicité, même quand elles ne sont pas obligatoires. Pour ce qui est de la communication plus informelle en amont du projet, là, c'est plutôt la compétence, enfin, en tout cas, la responsabilité de la commune de les faire ou pas. Ok. Parfait, merci. On va enchaîner directement. Une question assez classique, hein, d'après ce que je vois, c'est à combien de mètres de la clôture de mon voisin puis-je installer ma maison? Est-ce que ça dépend de la commune ou bien est-ce que c'est le code été qui régit ça? C'est Chantal qui se demande, Chantal Achètre qui imagine un projet de construction. Mais je vous dirais, si vous regardez autour de vous, vous verrez qu'il y a des maisons qui sont mitoyennes, il y a des maisons mitoyennes, il y a des quartiers où on a de l'habitat résidentiel 4 façades. Donc, des règles générales, il n'y en a pas. Alors, de nouveau, on a des règles particulières. On peut être dans un lotissement qui impose un recul latéral. On peut avoir un guide communal d'urbanisme qui impose certains reculs. Mais rien n'empêche d'avoir une maison mitoyenne, que ce soit par le volume principal ou secondaire. Nous, on est toujours attentif, effectivement, à la bonne intégration contexte. Si on s'intègre dans un tissu qui est assez ouvert,
et qu'on vient avec une nouvelle construction, ce serait un petit peu incongru d'aller imposer une mitoyenneté. Et à l'inverse, quand on est dans un tissu plus dense, proche d'un noyau d'habitat où on a envie de densifier, et qu'on vient nous demander un habitat 4 façades qui compromet finalement peut-être un terrain de 20 arts, et qui empêchera de l'urbaniser plus après, là, on imposera plus une mitoyenneté. Il faut aussi, par contre, aussi savoir la règle de... Il n'y a pas que de l'urbanisme, il y a aussi d'autres codes qui rentrent en fonction, comme le code civil, en termes de vue directe. Donc, si on a une façade qui est à moins d'1,90 m d'une limite mitoyenne, elle ne pourra pas avoir d'ouverture. Donc, il n'y a pas de règle de se dire on doit être à 2, 3, 4, 5 mètres pour un projet de 4 façades dans les lotissements classiques qu'on connaît en Brabant-Wallon. Ça dépend vraiment. Si le lotissement prévoit des zones de bâtisse avec 4-5 mètres de recul, les règles sont déjà fixées. Mais en tout cas, ce n'est plus la tendance aujourd'hui. Si vous suivez un petit peu l'actualité de l'urbanisme, effectivement, la tendance est plutôt à la redensification des noyaux d'habitat et en tout cas à l'abandon de la villa 4 façades comme modèle un petit peu générique. Donc, c'est pas la question d'interdire, comme on a pu lire dans la presse, d'interdire le 4 façades, mais en tout cas de cesser d'en faire une référence comme ça a été le cas peut-être pendant 30 ans. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une évolution qu'on voit notamment chez les promoteurs de voir de plus en plus de 2 et 3 façades. C'est un peu les nouvelles tendances que vous essayez, j'imagine, d'instaurer. Question très classique, je vois de Paul de Rebec qui veut changer ses châssis. Est-ce qu'il peut le faire tranquillement ou est-ce qu'il doit frapper à la porte de la commune? Je reviens à mon même article, tout le temps, le R411, le point A ou B de mémoire. Donc, si on change de châssis pour améliorer les performances énergétiques d'un bâtiment et que les châssis sont de même aspect, donc il ne faut pas de permis. Ah oui. Donc, je vous invite à aller voir cet article pour voir l'ensemble des conditions pour être sûr que vous les respectez. Et je me répète aussi, mais un petit courriel à la commune, au service urbanisme, en disant que vous allez le faire, c'est toujours utile pour éviter des problèmes postérieurs. Et s'il agrandit sa baie, là, on peut aussi modifier ou créer ou refermer des baies sans permis dans la mesure où, de nouveau, je reviens avec mon quart, le quart de l'élévation, de la largeur de l'élévation. Parfait, je vois qu'il y a encore des questions, donc c'est très bien, ça s'enchaîne. Des questions qu'on avait déjà reçues en amont, toujours. Si on veut créer un logement dans une habitation existante, sans que cela n'implique de travaux, est-ce qu'il faut un permis? Alors oui. Alors, je reviens, je suis désolé Xavier, je reviens avec mes mêmes articles. 244, il faut un permis pour créer un logement. Donc, le fait de créer un logement, même sans le moindre travaux, nécessite un permis. Alors, qu'est-ce qu'on entend par logement? C'est pas, si vous accueillez une personne âgée chez vous, un grand-parent dans une chambre ou autre, là, c'est pas créer un logement. Donc, créer un logement, il faut qu'il y ait l'ensemble des fonctions, donc cuisine, sanitaire, salle de bain, séjour. Si ces ensembles de ces fonctions-là sont rassemblées et créer une entité distincte, là, vous aurez besoin d'un permis, même sans travaux. Ok, et je me demandais, est-ce que les communes autorisent facilement ce genre de transformation, ou bien vu tous les problèmes de mobilité et ainsi de suite, je sais que tout ce qui est division, notamment de logement, c'est déjà plus compliqué, mais ça, est-ce que ça se fait encore couramment? Est-ce que c'est facile à obtenir? Il n'y a pas de règle générale. Oui, ça arrive régulièrement, surtout quand on a des grandes constructions et que le volume le permet, quand le volume permet de le faire. Oui, maintenant, comme tu le dis aussi, Xavier, ça dépend d'où on est. Si on est relativement excentré et qu'on est tout à la voiture, c'est peut-être pas là que la commune voudra à juste titre densifier. Si on est proche du centre, dans un noyau d'habitat, là, a priori, il n'y aura pas de problème. Ok. Parfait, je regarde encore. Ça marcher sur la compétence de la commune. Donc, chaque commune peut avoir sa sensibilité à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Et on sait qu'il y en a l'une ou l'autre qui l'autorise, mais il y en a davantage, j'ai l'impression, qui sont plus fermés sur le sujet. Mais parfait, je vois que nous n'avons plus de questions, donc c'est parfait. Un grand merci Cédric pour ces quelques réponses. C'est avec vous en fait qu'on clôture cette série midi de l'urbanisme qu'on a lancé pendant la pandémie, qu'on a lancé en décembre dernier. On en a fait une quinzaine. Dès septembre, normalement, si tout se passe bien, on va reprendre nos midis de l'urbanisme, nos conférences débat selon le schéma classique. Dans les prochains mois, en octobre, novembre, on va aborder la question de l'enjeu de l'accessibilité économique au logement Brabant-Wallon,
sur les conséquences aussi de la densification, comment les communes gèrent cela, assument cela. Et on va évoquer aussi en octobre les nouveaux espaces de travail, les nouvelles formes de travail. Donc voilà, beaucoup de sujets bien intéressants. Et pour retrouver tout ça, n'hésitez pas à consulter notre site internet ou à lire notre revue Espace Vie. Vous aurez toutes les informations. Cédric, merci beaucoup. Passez un bel été et bonne journée. Au revoir. Au revoir.